24 heures de la vie d'une femme, Stéphanie Zweig. Mrs. C s'arrêta de nouveau, et elle se leva brusquement. Sa voix paraissait ne plus lui obéir. Elle alla à la fenêtre, regarda silencieusement quelques minutes au dehors, ou peut-être ne fit-elle qu'appuyer son front contre la vitre froide. Je n'eus pas le courage de l'observer attentivement, car il m'était pénible d'observer la vieille dame en proie à son émotion. Aussi restai-je assis, muet, sans questionner, sans faire de bruit, et j'attendis jusqu'à ce qu'elle revînt d'un pas mesuré s'asseoir en face de moi. Bien. Maintenant, le plus difficile est dit. Et j'espère que vous me croirez si je vous affirme encore une fois, si je vous jure sur tout ce qui m'est sacré, sur mon honneur et sur la tête de mes enfants, que jusqu'à cette seconde-là, pas la moindre pensée d'une union avec cet inconnu ne m'était venue à l'esprit, que réellement j'étais sans volonté, et que, privée de conscience, j'étais tombée soudain, comme par une trappe, du chemin régulier de mon existence dans cette situation. Je me suis juré d'être véridique envers vous et envers moi. Je vous répète donc encore une fois que c'est uniquement par la volonté, presque exaspérée, de secourir le jeune homme, et non par un autre sentiment, par un sentiment personnel, que c'est donc tout à fait sans aucun désir et en toute innocence que je fus précipitée dans cette aventure tragique. Vous me dispenserez de vous raconter ce qui se passait cette nuit-là dans cette chambre. Je n'ai jamais oublié, ni n'oublierai aucune seconde de cette nuit. Car là, j'ai lutté avec un être humain pour sa vie. Oui, je le répète, dans ce combat, c'était une question de vie ou de mort. Chacun de mes nerfs sentait trop infailliblement que cet étranger, que cet homme déjà à demi perdu, s'attachait à la dernière planche du salut, avec toute l'ardeur et la passion de quelqu'un qui est mortellement menacé. Il s'accrochait à moi comme celui qui déjà, sans sous lui, l'abîme. Quant à moi, je déployais toutes mes ressources, tout ce qu'il y avait en moi pour le sauver. On ne vit une heure pareille qu'une seule fois dans sa vie, et cela n'arrive qu'à une personne parmi des millions. Moi non plus, je ne me serais jamais douté, sans ce terrible hasard, avec quelle force de désespoir, avec quelle rage effrénée, un homme abandonné, un homme perdu, aspirait une dernière fois la moindre goutte écarlate de la vie. Éloigné pendant 20 ans, comme je l'avais été, de toutes les puissances démoniaques de l'existence, je n'aurais jamais compris la manière grandiose et fantastique dont parfois la nature concentre dans quelques souffles rapides tout ce qu'il y a en elle de chaleur et de glace, de vie et de mort, de ravissement et de désespérance. Et cette nuit fut tellement remplie de luttes et de paroles, de passion, de colère et de haine, de larmes et de supplications, d'ivresse, qu'elle me parut durer 1000 ans, et que nous, ces deux êtres humains qui chancelaient et enlacés vers le fond de l'abîme, l'un enragé de mourir, l'autre en toute innocence, nous sortîmes complètement transformés de ce tumulte mortel, différents, entièrement changés, avec un autre esprit et une autre sensibilité. Mais je n'en parlerai pas. Je ne peux ni ne veux le décrire. Je dois pourtant vous dire un mot de la minute inouïe que fut mon réveil le lendemain matin. Je m'éveillai d'un sommeil de plomb, d'une noire profondeur comme je n'en connus jamais. Il me fallut longtemps pour ouvrir les yeux. Et la première chose que je vis fut, au-dessus de moi, le plafond d'une chambre inconnue. Puis, en tâtonnant encore un peu plus, un endroit étranger, ignoré de moi, affreux, dont je ne savais pas comment j'avais fait pour y tomber. D'abord, je m'efforçai de croire que ce n'était qu'un rêve plus net et plus transparent, auquel avait abouti ce sommeil si lourd et si confus. Mais dans les fenêtres brillait déjà la lumière crue et indéniablement réelle du soleil, la lumière du matin. On entendait monter les bruits de la rue avec le roulement des voitures, les sonneries des tramways, la rumeur des hommes. Et maintenant, je savais que je ne rêvais plus, mais que j'étais éveillée. Malgré moi, je me redressai pour reprendre mes esprits. Et là, en regardant sur le côté, là, je vis, jamais je ne pourrais vous décrire ma terreur, un homme inconnu dormant près de moi dans le large lit. Mais c'était un inconnu, un parfait étranger. Un homme demi-nu et que je ne connaissais pas. Non, cette terreur, je le sais, ne peut se raconter. Elle me saisit si fort que je retombai inanimée. Mais ce n'était pas un évanouissement véritable dans lequel on n'a plus conscience de rien. Au contraire, avec la rapidité d'un éclair, tout fut pour moi aussi conscient qu'inexplicable, et je n'eus plus le désir de mourir de dégoût et de honte à me trouver ainsi.
Tout à coup, avec un être absolument inconnu dans le lit étranger d'un hôtel borgne et des plus suspects. Je m'en souviens encore nettement. Le battement de mon cœur s'arrêta. Je retins mon souffle comme si j'avais pu par là mettre fin à ma vie et surtout à ma conscience. À cette conscience claire, d'une clarté épouvantable, qui percevait tout et qui, cependant, ne comprenait rien. Je ne saurais jamais dire combien de temps je restais ainsi, étendu, glacé dans tous mes membres. Les morts ont sans doute une rigidité pareille dans leur cercueil. Je sais seulement que j'avais fermé les yeux et que je priais Dieu, ou n'importe quelle puissance du ciel, pour que tout cela ne fût pas vrai, pour que tout cela ne fût pas réel. Mais mes sens aiguisés ne me permettaient plus aucune illusion. J'entendis dans la chambre voisine des gens parler, de l'eau couler. Dehors, des pas glissaient dans le couloir, et chacun de ces indices attestait implacablement le cruel état de veille de mes sens. Je ne puis dire combien de temps dura cette atroce situation. De telles secondes ne sont pas la mesure de la vie ordinaire. Mais soudain, je fus saisie d'une autre crainte. La crainte sauvage et affreuse que cet étranger, dont je ne connaissais même pas le nom, me se réveilla et ne m'adressa la parole. Et aussitôt je sus qu'il n'y avait pour moi qu'une seule ressource. M'habiller, m'enfuir avant son réveil, n'être plus vue par lui, ne plus lui parler. Me sauver à temps, m'en aller pour retrouver de n'importe quelle manière ma véritable vie, pour rentrer dans mon hôtel et aussitôt par le premier train, quitter cet endroit maudit, quitter ce pays, pour ne plus jamais rencontrer cet homme, ne plus voir ses yeux, n'avoir pas de témoins, d'accusateurs et de complices. Cette pensée triompha de mon évanouissement. Très prudemment, avec les mouvements furtifs d'un voleur, je sortis du lit et je saisis à tâtons mes vêtements, en avançant pouce par pouce, pour ne surtout pas faire de bruit. Je m'habillai avec des précautions infinies, redoutant à chaque seconde son réveil. Et bientôt j'étais prête. Déjà j'avais réussi. Seul mon chapeau était encore de l'autre côté, par terre, au pied du lit. Et au moment où, sur la pointe des pieds, j'allais le ramasser, à cette seconde-là, je ne pus pas faire autrement. Malgré moi, il me fallut jeter encore un regard sur le visage de cet homme qui était tombé dans ma vie comme une pierre du haut d'une corniche. Je ne voulais jeter sur lui qu'un regard. Mais, chose bizarre, car le jeune inconnu qui dormait là était véritablement un étranger pour moi. Au premier moment, je ne reconnus pas du tout le visage de la veille. En effet, les traits tendus, crispés par la passion, convulsifs et bouleversés de l'homme mortellement surexcité étaient comme effacés. L'individu étendu là avait une autre figure, enfantine, celle d'un petit garçon et qui rayonnait pour ainsi dire de pureté et de sérénité. Les lèvres, hier serrées et crispées sur les dents, rêvaient doucement entr'ouverts, et déjà à demi arrondis pour le sourire. Les cheveux blonds étalaient leurs boucles souples sur le front sans rides. Et la respiration montant paisiblement de la poitrine parcourait le corps au repos, de tout un jeu d'ondes tranquilles. Vous vous rappelez peut-être que je vous ai dit précédemment n'avoir encore jamais observé avec autant de force et à un degré aussi violemment accusé que chez cet inconnu assis à la table de jeu, l'expression de l'avidité farouche et de la passion chez un homme. Et je vous dirai à présent que jamais, même chez les enfants qui ont parfois dans leur sommeil de nourrisson une lueur de sérénité angélique, je n'ai vu une pareille expression de pureté limpide, de sommeil véritablement bienheureux. Sur ce visage, tous les sentiments s'inscrivaient avec une plasticité sans pareille, et c'était maintenant une détente paradisiaque, une libération de toute lourdeur intérieure, une délivrance. À cet aspect étonnant, toute anxiété, toute peur tomba de moi comme un lourd manteau noir. Je n'avais plus honte, non, j'étais presque heureuse. Cet événement terrible et incompréhensible avait soudain un sens pour moi. Je me réjouissais. J'étais fière à la pensée que ce jeune homme, délicat et beau, qui était couché ici, serein et calme comme une fleur, aurait été trouvé, sans mon dévouement, quelque part contre un rocher, brisé, sanglant, le visage fracassé, sans vie et les yeux grands ouverts. Je l'avais sauvé. Il était sauvé. Et je regardais maintenant, d'un œil maternel, je ne trouve pas d'autre mot, cet homme endormi à qui j'allais redonner la vie, avec plus de souffrance que lorsque mes propres enfants étaient venus au monde. Et au milieu de cette chambre crasseuse et garnie de vieilleries, dans ce répugnant et malpropre hôtel de passe, j'éprouvais tout à coup, aussi ridicule que ces mots vous paraissent, le même sentiment que si j'avais été dans une église, une impression bienheureuse de miracle et de sanctification. De la seconde la plus épouvantable que j'avais vécue dans toute mon existence,
naissait en moi, comme une sœur, une autre seconde, la plus étonnante et la plus puissante qui fut. Avais-je fait trop de bruit? Avais-je parlé sans m'en rendre compte? Je ne le sais pas. Mais soudain le dormeur ouvrit les yeux. Je fus effrayée, et je reculai brusquement. Il regarda surpris autour de lui, tout comme je l'avais fait moi-même auparavant, et il parut sortir à son tour péniblement d'une profondeur et d'un chaos immense. Son regard fit, non sans effort, le tour de cette chambre étrangère et inconnue. Puis il s'arrêta sur moi avec stupéfaction. Mais avant même qu'il pût parler ou retrouver tous ses esprits, je m'étais ressaisie. Il ne fallait pas lui laisser prononcer une parole, lui permettre une question et une familiarité. Rien de ce qui s'était passé hier et cette nuit ne devait se répéter, s'expliquer, se discuter. « Il faut que je m'en aille », lui signifiai-je rapidement. « Vous, restez ici et habillez-vous. À midi, je vous verrai à l'entrée du casino. Là, je m'occuperai de tout le nécessaire. » Et avant qu'il pût répondre un seul mot, je m'enfuis pour ne plus voir cette chambre, et je courus sans me retourner hors de cette maison, dont je savais aussi peu que le nom, que celui de l'inconnu avec qui j'y avais passé une nuit. Mais Cécile interrompit son récit, le temps de reprendre haleine. Mais toute tension et toute souffrance avaient disparu de sa voix. Comme une voiture qui monte d'abord péniblement la côte, mais qui, après avoir atteint la hauteur, redescend la pente en roulant légère et rapide, son récit avait maintenant des ailes. Donc je courus à mon hôtel, par les rues emplies de la clarté matinale, l'orage ayant chassé du ciel, au-dessus d'elle, toute lourdeur comme était dissipée en moi tout sentiment douloureux. En effet, n'oubliez pas ce que je vous ai précédemment raconté. Depuis la mort de mon mari, j'avais complètement renoncé à la vie. Mes enfants n'avaient pas besoin de moi, je ne m'intéressais pas à moi-même, et toute vie qui ne se voue pas à un but déterminé est une erreur. Or, pour la première fois, à l'improviste, une mission m'incombait. J'avais sauvé un homme. Je l'avais arraché à la destruction, en mettant en jeu toutes mes forces. Il ne restait plus qu'à triompher d'un petit obstacle pour mener cette mission à bonne fin. J'arrivai à mon hôtel. Le regard du portier exprimant l'étonnement de me voir rentrer chez moi seulement à 9 h du matin glissa sur moi. De la honte et du chagrin que j'avais eu, rien ne subsistait plus en moi. Mais une renaissance soudaine de ma volonté de vivre, un sentiment neuf de la nécessité de mon existence faisait couler dans mes veines un sang chaud et abondant. Arrivé dans ma chambre, je changeai rapidement de vêtements. Je quittai sans m'en rendre compte, et que plus tard que je le remarquai, mon vêtement de deuil pour en prendre un plus clair. J'allai à la banque chercher de l'argent. Je me rendis en hâte à la gare pour me renseigner sur le départ des trains. Avec une décision qui m'étonnait moi-même, j'arrangeai en outre quelques autres affaires et rendez-vous. Il ne me restait plus qu'à assurer le retour dans son pays et le sauvetage définitif de cet homme que le destin m'avait confié. À vrai dire, il me fallait de l'énergie pour l'aborder maintenant. Car la veille, tout s'était passé dans l'obscurité, dans un tourbillon, comme dans deux pierres entraînées par un torrent, se heurtent soudain. Nous nous connaissions à peine de vue, et je n'étais même pas certaine que l'étranger pût encore me reconnaître. La veille, ça avait été un hasard, une ivresse, la folie démoniaque de deux êtres égarés. Mais aujourd'hui, il fallait me livrer à lui plus ouvertement qu'hier. Parce que maintenant, à la clarté impitoyable de la lumière du jour, j'étais forcée de l'aborder avec ma personne, avec mon visage, comme quelqu'un de bien vivant. Mais tout cela se fit plus facilement que je ne le pensais. À peine à l'heure convenue, m'étais-je approché du casino, qu'un jeune homme se leva d'un banc et courut au-devant de moi. Il y avait quelque chose de si spontané, de si enfantin, ingénu et heureux dans sa surprise que dans chacun de ses mouvements si expressifs. Il volait ainsi vers moi avec, dans le regard, un rayon de joie reconnaissante et en même temps respectueuse. Et dès que ses yeux sentirent qu'en sa présence les miens se troublaient, ils se baissèrent humblement. La reconnaissance, on la voit si rarement se manifester chez les gens. Et même les plus reconnaissants ne trouvent pas l'expression qu'il faudrait. Ils se taisent, tout troublés. Ils ont honte et contrefont souvent l'embarras pour cacher leurs sentiments. Mais ici, dans cet être à qui Dieu, comme un sculpteur mystérieux, avait donné tous les gestes capables d'exprimer les sentiments d'une manière sensible, belle et plastique, le geste de la reconnaissance brillait comme une passion qui rayonnait de tout son corps. Il se pencha sur ma main, et la ligne délicate de sa tête d'enfant s'inclinant avec dévotion, il resta ainsi pendant 1 minute à me baiser respectueusement les doigts en ne faisant que les effleurer. Puis il se recula, s'informa de ma santé, me regarda avec attendrissement, et il y avait tant de décence dans chacune de ses paroles
qu'au bout de quelques minutes, toute inquiétude me quittait. Et, comme un reflet de mon propre allègement moral, le paysage brillait autour de nous, complètement apaisé. La mer qui, la veille, se gonflait de colère, était si calme, silencieuse et limpide que l'on voyait briller de loin, très blanc, le moindre galet sous les petits flots ourlant le rivage. Le casino, cet abîme infernal, dressait sa clarté mauresque dans le ciel balayé de frais et comme damassé. Et le kiosque, sous le vent duquel la pluie battante nous avait contraints de nous réfugier, s'était épanoui en une boutique de fleuriste. Il y avait là, dans un pêle-mêle diapré et à foison, blanc, rouge, vert et multicolores, de larges bouquets de fleurs et de verdure que vendait une jeune fille, à la blouse éclatante. Je l'invitai à déjeuner dans un petit restaurant. Là, le jeune homme me raconta l'histoire de sa tragique aventure. C'était l'entière confirmation de mon premier pressentiment, lorsque j'avais vu sur le tapis vert ses mains tremblantes et nerveusement agitées. Il descendait d'une famille de vieille noblesse de la Pologne autrichienne. Il se destinait à la carrière diplomatique. Il avait fait ses études à Vienne, et un mois auparavant, il avait passé le premier de ses examens, avec un succès extraordinaire. Pour fêter ce jour-là, et en guise de récompense, son oncle, un officier supérieur de l'état-major chez qui il habitait, l'avait emmené au Prater en fiacre. Ils étaient allés ensemble au champ de course. L'oncle fut heureux au jeu. Il gagna 3 fois de suite. Lesté d'un gros paquet de billets de banque ainsi acquis, ils allèrent dîner ensuite dans un élégant restaurant. Le lendemain, pour son succès à l'examen, le futur diplomate reçut de son père une somme d'argent égale à la mensualité qu'on lui faisait. 2 jours plus tôt, cette somme lui aurait semblé énorme. Mais maintenant, après la facilité de ce gain, elle lui parut insignifiante et mesquine. Aussi, dès qu'il eut déjeuné, il retourna à l'hippodrome, paria passionnément et farouchement. Et son bonheur, ou plutôt son malheur, voulut qu'il quittât le Prater, après la dernière course, après le triple de son argent. Dès lors, la rage du jeu, tantôt aux courses, tantôt dans les cafés ou dans les clubs, s'empara de lui, dévorant son temps, ses études, ses nerfs et surtout ses ressources. Il n'était plus capable de penser, de dormir en paix et encore moins de se dominer. Une fois, c'était la nuit, rentré du club où il avait tout perdu. Il trouva en se déshabillant un billet de banque oublié et tout froissé dans son gilet. Ce fut plus fort que lui. Il se rhabilla et rôda à droite et à gauche, jusqu'à ce qu'il trouva dans un café des joueurs de domino avec qui il resta jusqu'à la pointe de l'aube. Un jour, sa sœur qui était mariée vint à son aide en payant les dettes qu'il avait contractées auprès d'usuriers empressés à ouvrir un crédit à l'héritier d'un grand nom. Pendant un certain temps, la chance le favorisa. Mais ensuite ce fut la déveine continuelle. Et plus il perdait, plus ses engagements non remplis et sa parole d'honneur donnée et non tenue exigeaient impérieusement pour le sauver des gains importants. Il y avait longtemps déjà qu'il avait donné en gage sa montre, ses vêtements, et finalement se produisit quelque chose d'épouvantable. Il vola à sa vieille tante, dans une armoire, 2 gros pendentifs qu'elle portait rarement. Il engagea l'un contre une forte somme, laquelle, le soir même, fut quadruplée par le jeu. Mais au lieu de se retirer, il risqua le tout et perdit. Au moment de son départ en voyage, le vol n'était pas encore découvert. Aussi engagea-t-il le second pendentif, et obéissant à une inspiration subite, il prit le train pour Monte-Carlo, afin de gagner à la roulette la fortune dont il rêvait. Déjà, il avait vendu sa malle, ses habits, son parapluie. Il ne lui restait plus rien que son revolver avec 4 balles et une petite croix ornée de pierres précieuses que lui avait donnée sa marraine, la princesse de X, et dont il ne voulait pas se séparer. Mais l'après-midi, il avait vendu cette croix pour 50 francs, uniquement afin de pouvoir, le soir même, essayer de goûter une dernière fois à la joie frémissante du jeu, à la vie ou à la mort. Il me racontait tout cela avec la grâce captivante de son être si vivant, si authentique. Et j'écoutais ému, ébranlé, fasciné. Et à aucun instant je songeais à m'indigner en pensant que cet homme qui se trouvait là à ma table était, après tout, un voleur. Si la veille quelqu'un m'avait simplement insinué que moi, une femme au passé irréprochable et qui exigeait dans cette société une dignité stricte et de bon ton, je serais un jour assise familièrement à côté d'un jeune homme totalement inconnu, à peine plus âgé que mon fils, et qui avait volé des pendentifs de perles, je l'aurais tenu pour un insensé. Mais à aucun moment de son récit, je n'éprouvais un sentiment d'horreur. Il racontait tout cela si naturellement et avec une telle passion que son acte paraissait plutôt l'effet d'un état de fièvre, d'une maladie, qu'un délit scandaleux. Et ensuite, pour quelqu'un qui, comme moi, avait la nuit passée vécu des événements si inattendus, précipités comme une cataracte, le mot impossible avait perdu brusquement son sens. Dans ces 10 heures, l'expérience que j'avais acquise de la réalité était infiniment plus grande que celle que m'avait procurée précédemment 40 ans de vie respectable. Cependant, quelque chose d'autre m'effrayait dans cette confession.
C'était l'éclat fiévreux qui passait dans ses yeux et qui faisait vibrer électriquement tous les muscles de son visage lorsqu'il évoquait sa passion du jeu. En parler suffisait à l'exciter. Avec une terrible netteté, son visage expressif traduisait ses moindres mouvements de tension, joyeux ou douloureux. Malgré lui, ses mains admirables, nerveuses et souples, redevinrent elles-mêmes, tout comme à la table de jeu, des rapaces, des êtres furibonds et fuyants. Je les vis, tandis qu'il racontait, frémir soudain aux articulations, se courber vivement et se crisper en forme de poing, puis se détendre, et de nouveau se pelotonner l'une contre l'autre. Et au moment où il confessait le vol des pendentifs, elles mimèrent, ce qui me fait tressaillir malgré moi, bondissante et rapide comme l'éclair, le geste du voleur. Je vis véritablement les doigts s'élancer follement sur la parure et l'engloutir prestement dans le creux de la main. Et je reconnus avec un effroi indicible que cet homme était empoisonné par sa passion, jusque dans la dernière goutte de son sang. La seule chose qui dans son récit m'émouvait et me terrifiait au plus haut point, c'était cet asservissement d'un homme jeune, serein et insouciant par nature, à une passion insensée. Aussi, je considérais comme mon devoir absolu de persuader amicalement à mon protégé improvisé de quitter aussitôt Monte-Carlo, où la tentation était très dangereuse. Il fallait que le jour même, il partît retrouver sa famille, avant que la disparition des pendentifs fût remarquée et son avenir ruiné pour toujours. Je lui promis de l'argent pour le voyage et pour dégager la parure, mais seulement à la condition qu'il prît le train le jour même et qu'il me jura sur son honneur qu'il ne toucherait plus une carte, ni ne participerait plus à aucun jeu de hasard. Je n'oublierai jamais la reconnaissance passionnée, d'abord humble, puis peu à peu s'illuminant, avec laquelle cet inconnu, cet homme perdu, m'écoutait. Je n'oublierai jamais la façon dont il buvait mes paroles lorsque je lui promis de me l'aider. Et soudain il allongea ses deux mains au-dessus de la table pour saisir les miennes, avec un geste pour moi inoubliable, comme d'adoration et de promesse sacrée. Dans ses yeux clairs, dont le regard était resté un peu égaré, il y avait des larmes. Tout son corps tremblait nerveusement d'une émotion de bonheur. J'ai déjà tenté à plusieurs reprises de vous décrire l'expressivité exceptionnelle de sa physionomie et de tous ses gestes. Mais celui-là, je ne puis le dépeindre, car c'était une béatitude si extatique et si surnaturelle qu'on n'en voit presque jamais de pareil dans une figure humaine. Elle n'était comparable qu'à cette ombre blanche qu'on croit apercevoir au sortir d'un rêve lorsqu'on s'imagine avoir devant soi la face d'un ange qui disparaît. Pourquoi le dissimuler? Je ne résistais pas à ce regard. La gratitude rend heureux parce qu'on en fait si rarement l'expérience tangible. La délicatesse fit du bien, et pour moi, personne froide et mesurée, une telle exaltation était quelque chose de nouveau, de bienfaisant et de délicieux. Et tout comme cet homme ébranlé et brisé, le paysage aussi, après la pluie de la veille, s'était magiquement épanoui. Lorsque nous sortîmes du restaurant, la mer tout à fait apaisée brillait magnifiquement, bleue jusqu'aux hauteurs du ciel, et seulement piquée de blanc, là où planaient des mouettes dans un autre azur au-dessus. Vous connaissez le paysage de la Riviera, n'est-ce pas? Il produit toujours une impression de beauté, mais un peu fade, comme une carte postale illustrée. Il présente mollement à l'œil ses couleurs toujours intenses à la manière d'une belle somnolente et paresseuse qui laisse passer sur elle avec indifférence tous les regards, presque orientaux, dans son abandon éternellement prodigue. Cependant, parfois, très rarement, il y a des jours où cette beauté s'exalte, où elle s'impose, où elle fait crier avec énergie ses couleurs vives, fanatiquement étincelantes, où elle vous lance à la tête victorieusement la richesse bariolée de ses fleurs, où elle éclate et brûle de sensualité. C'était un pareil jour d'enthousiasme qui avait alors succédé au chaos déchaîné de la nuit d'orage. La rue lavée de frais était toute brillante, le ciel était de turquoise, et partout dans la verdure saturée de sève s'allumaient des bouquets, des flambeaux de couleurs. Les montagnes paraissaient soudain plus claires et plus rapprochées dans l'atmosphère calmée et baignée de soleil. Elles se groupaient curieuses le plus près possible de la petite ville scintillante et astiquée à plaisir. Dans chaque regard, on sentait l'invitation provocante et les encouragements de la nature qui vous saisissaient le cœur malgré vous. « Prenons une voiture, » dis-je, « et faisons le tour de la corniche. » Il acquiesça, enthousiaste. Pour la première fois depuis son arrivée, ce jeune homme paraissait voir et remarquer le paysage. Jusqu'à présent, il n'avait connu que la salle étouffante du casino, avec ses parfums lourds et imprégnés de sueur, le tumulte de ces humains hideux et grimaçants, et une mer morose, grise et tapageuse. Mais maintenant, l'immense éventail du littoral inondé de soleil était déployé devant nous, et l'œil allait avec bonheur d'un horizon à l'autre. Dans la voiture, nous parcourûmes lentement,
L'automobile n'existait pas encore, ce magnifique chemin, en passant devant de nombreuses villas et de nombreuses personnes. 100 fois, devant chaque maison, devant chaque villa ombragée dans la verdure des pins parasols, on éprouvait ce secret désir. Ici, qu'il ferait bon vivre, calme, content, retiré du monde. Ai-je jamais été plus heureuse dans ma vie qu'à cette heure-là? Je ne sais pas. À côté de moi, dans la voiture, la veille encore, étreint par les griffes de la fatalité et de la mort, et maintenant bégué par les rayons blancs du soleil, le jeune homme semblait rajeuni et allégé de plusieurs années. Il paraissait redevenu tout gamin, un bel enfant joueur, aux yeux ardents et en même temps plein de respect, en qui rien ne me ravissait autant que sa délicate prévenance toujours en éveil. Si la côte était trop raide et si le cheval avait du mal à traîner la voiture, il sautait lestement pour pousser derrière. Si je citais un nom de fleur ou si j'en indiquais une le long du chemin, il courait l'accueillir. Il ramassa et porta avec précaution dans l'herbe verte pour qu'il ne fût pas écrasé par la voiture un petit crapaud qui, attiré par la pluie la veille, se traînait péniblement sur le chemin. Et entre-temps, il racontait avec exubérance les choses les plus amusantes et les plus gracieuses. Je crois que la façon dont il riait était pour lui une sorte de dérivatif, car autrement il aurait été obligé de chanter, de sauter ou de faire le fou, tant il y avait de bonheur et d'ivresse dans la soudaine exaltation de son attitude. Lorsque sur la hauteur nous traversâmes lentement un tout petit hameau, il tira poliment son chapeau d'un geste subit. Je fus étonnée. Qui saluait-il là, lui, un étranger parmi des étrangers? Il rougit légèrement à ma question et me dit presque en s'excusant que nous étions passés devant l'église et que chez lui, en Pologne, comme dans tous les pays strictement catholiques, on avait l'habitude dès l'enfance de se découvrir devant chaque église et devant chaque sanctuaire.